Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Marie-Annick Garcipi. Je suis conseillère relations avec le milieu à Hydro-Québec. Merci d'être si nombreux et nombreuses parmi nous aujourd'hui pour parler d'interruption de services électriques et de rétablissement. Tout comme vous, les municipalités, on a à cœur le bon déroulement du rétablissement de services. On sait que c'est jamais agréable pour les municipalités et pour les citoyens de manquer de courant ou de vivre des interruptions. Alors, aujourd'hui, le webinaire, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les questions qu'on va poser sont directement reçues des municipalités. Elles ont été transmises là, aux équipes relations avec le milieu. Alors, c'est vraiment vos questions qui seront l'objet de discussion dans le cadre de ce webinaire. Et puis, ben, à la suite de la présentation aujourd'hui, on espère qu'on va pouvoir mieux se comprendre, avoir certaines définitions communes. Alors, voilà. Je vais vous parler brièvement là, du déroulement puis des consignes pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, ça va être un échange d'environ 30 à 45 minutes. Je suis accompagnée aujourd'hui de Maxime Nadeau, directeur contrôle du système énergétique, qui répondra à la majorité des questions des municipalités. Également, parmi nous, on a Claudia Dagneau, ingénieure forestière, qui pourra aussi répondre à quelques questions qu'on a reçues sur la coupe d'arbres et la maîtrise de la végétation. Les participants, bon, ben, vous êtes en mode muet. Toutefois, si vous voulez poser des questions à mes collègues, je vous invite à utiliser le petit outil Q et R avec le petit point d'interrogation. Et puis, vous pouvez poser vos questions. On vous inviterait à vous identifier, donc à écrire le nom de votre municipalité, parce que si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, ben, vos conseillers et conseillères relations avec le milieu s'occuperont de faire des suivis personnalisés avec les municipalités. Alors, merci de vous identifier pour faciliter le suivi. Finalement, un sondage d'appréciation vous sera envoyé suite à la rencontre. Alors, on vous remercie d'avance d'y participer. Alors, ben, sans plus tarder, je passerai tout de suite au vif du sujet. Donc, j'ai une première question pour Maxime. Serait-il possible de nous donner les raisons des interruptions de services que les municipalités peuvent rencontrer et nous les expliquer brièvement pour que nous partagions tous le même vocabulaire? Tout à fait. Premièrement, bonjour tout le monde, bien content d'être avec vous. Bonjour Marie-Annick. Effectivement, donc plusieurs types, plusieurs raisons. Donc, premièrement, il y a des interruptions qu'on dit planifiées. Donc, ça, c'est des choses qu'on prévoit sur notre réseau pour aller faire des travaux de maintenance, par exemple, ou des demandes qui viennent de nos différents clients résidentiels ou autres, pour aller, par exemple, faire des raccordements. Donc, ça, c'est des choses qui sont prévues, qu'on est capable d'aviser quand l'interruption va se produire. Après ça, on a aussi des interruptions qui sont des dangers donc imminents, donc des appels qu'on peut recevoir, des services d'urgence un peu partout pour malheureusement des fois des accidents très, très graves, électrisation, électrocution. Ça peut être des incendies aussi où l'on nous demande pour répondre à la situation d'urgence, d'interrompre l'électricité à certains endroits. Puis finalement, comme on le voit tout au cours de l'année, il y a des phénomènes météo, ou des bris d'équipement qui génèrent des pannes de troisième catégorie. Donc, évidemment, ça, c'est pas prévu. C'est des choses qu'on doit, après ça, se mobiliser pour rétablir le service le plus rapidement possible. Super. Puis comment qu'on fait à Hydro-Québec pour se préparer à un événement météo ou à tout événement majeur qu'on pourrait anticiper? Exact. Donc, l'important, c'est d'anticiper, tu l'as bien dit, hein? Donc, on fait des vivis en continu par, entre autres, le Centre de coordination du réseau sur la météo, donc qui est un des facteurs, là, surtout au niveau de réseau de distribution, qui a le plus d'impact et qui est une des plus grandes causes de panne chez nos clients. Donc, vigie météo super importante de ce côté-là. Puis, on regarde aussi un peu à l'extérieur du Québec, qu'est-ce qui se passe.
Quand on voit venir des phénomènes météo, donc l'ouragan qui a passé dans l'est du Canada au Québec dans les dernières semaines, mois, c'est un bel exemple, on l'a vu venir. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est on mobilise. On se mobilise pour planifier nos interventions. Donc, mobiliser les centres d'urgence régionaux nécessaires, mobiliser les équipes terrain en avance, s'assurer qu'on l'envoie des gens au bon endroit pour qu'ils soient prêts à réagir et commencer à rétablir les clients en panne suite à la fin de l'événement climatique. Évidemment, on regarde ça au niveau provincial. Des fois, il y a des événements qui sont plus locaux. On est capable de faire venir des équipes et de prendre des mesures d'un endroit, les amener à un autre. Puis c'est aussi, on le fait au niveau de toutes les activités d'entreprise. Donc oui, nos monteurs qui vont sur le terrain, évidemment, très important. C'est eux qui sont en première ligne, mais les unités de support aussi sont nécessaires pour assurer, par exemple, la santé, sécurité, qui est toujours une priorité pour nous, de bien supporter nos équipes là-dedans, la gestion, ainsi de suite. Puis évidemment, bien, dépendamment des situations, les mesures peuvent être différentes. Donc évidemment, on doit s'adapter selon les types de situations auxquelles on prévoit faire face. Excellent. L'application InfoPan et le site Internet ont généré un bon nombre de questions. Alors, première question pour ce bloc-là sur nos outils. Est-il possible d'avoir un accès privilégié aux informations de rétablissement plutôt que de passer par le service à la clientèle comme les clients de façon générale? En fait, la meilleure information, puis la dernière, c'est celle sur la carte. Donc, les temps de rétablissement, le nombre de clients en panne, la cause quand c'est connu, on la met sur soit le site InfoPan ou sur l'application InfoPan. C'est une information qui est rafraîchie très rapidement, donc au moins à chaque 5 minutes. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir accès à l'information pour l'ensemble des clients. Oui, puis tout à fait. Même nous-mêmes, souvent, quand on a des questions des municipalités, on va se diriger souvent vers InfoPan. Puis par la suite, quand on a besoin de précision, on fait plus de recherches. Mais Exact. c'est un très bon outil. Seconde question, comment une municipalité peut-elle être informée sur la progression du rétablissement du courant lors d'une panne de secteur? Est-ce qu'il existe un système qui pourrait nous aviser lors de la remise en service du réseau? Tout à fait. En fait, quand on voit sur la carte, quand on regarde la carte comme on la voit présentement, on est capable de venir forer puis d'aller identifier la panne ou les pannes qui touchent notre secteur. Et une fois qu'on est dans ces pannes-là, on est en mesure d'activer des notifications pour vraiment recevoir l'information au fur et à mesure que ça progresse dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc, on reçoit soit avec l'application InfoPan, on s'inscrit un peu, on peut dire comme ça, à recevoir la notification pour une panne. À ce moment-là, on est sûr d'être informé à chaque fois qu'il y a une évolution. Ouais, vraiment la manière la plus facile, la plus simple. Super. Puis des fois, c'est sûr qu'en début d'événement, on a des messages généraux sur les délais de rétablissement, mais plus que l'événement évolue, ben, on va ajuster nos messages pour donner plus d'informations quand c'est possible. Effectivement, c'est un bon point, ça. Donc, quand la panne commence au départ, des fois, on a un certain niveau d'information qui est pas la cause précise. Donc, à ce moment-là, des fois, le délai n'est pas tout à fait celui qui va se produire. Mais au fur et à mesure que les causes se précisent, puis qu'on sait que le délai aussi précisément se précise, bien évidemment, encore une fois, on va faire les mises à jour appropriées et ça va être disponible sur InfoPan. Parfait. La prochaine question est plus pour savoir comment rejoindre au Québec lors de panne. Donc, quel est le lien pour les informations téléphoniques? Qui contacter chez Hydro-Québec lors de panne? En fait, c'est la ligne InfoPan. Donc, le numéro est disponible. Vous le voyez là aussi là, sur la page InfoPan. Donc, je peux le dire. Donc, c'est le 1-800-790-2424. Donc, c'est vraiment une façon là, de manière téléphonique de signaler que vous avez une panne. Ça peut aussi être signalé par l'application. Je reviens à ça. Donc, ça peut être fait là, par l'application InfoPan. On peut signaler une panne chez nous. Et à ce moment-là, on voit même aussi si la panne a déjà été signalée. Donc, c'est vraiment une manière là, très efficace de pouvoir s'assurer que la panne est prise en charge.
Oui, puis si je peux préciser aussi les bris d'équipement, des fois, les conseillers relations avec le milieu, on reçoit des appels à toute heure du jour et de la nuit, mais c'est pas nous, évidemment, qui allons rétablir le courant. Alors, c'est vraiment ce numéro-là qui doit être communiqué, contacté lorsque la situation n'est pas urgente. Donc, la ligne 1-800-790-2424. Ou il y a aussi nos équipes relations avec le milieu partout à travers le Québec qui ont une ligne dédiée pour les coordonnateurs des mesures d'urgence. Alors, il y a un numéro pour nous rejoindre pour obtenir des informations sur l'état de la situation, les délais de rétablissement, etc. Maintenant, on passerait à un volet plus sur les interruptions planifiées de courant. Alors, plus tôt, tu nous as bien expliqué la différence entre les interruptions planifiées versus les pannes. Alors, la question est, pour avertir les citoyens de pannes planifiées, pourquoi les cartes ne sont pas intégrées dans votre carte interactive directement? En fait, c'est qu'ils sont intégrés dans une deuxième carte, donc qu'on peut voir ici là, présentement. Peut-être juste revenir à la diapo précédente. Dans l'application, bon voilà, donc dans ça, c'est l'application Infopan sur appareil intelligent. Donc, on le voit très bien là, en haut à gauche, donc carte panne en cours. Donc, ça, c'est les pannes, comme on le disait, c'est des éléments qu'on ne prévoit pas. Et il y a une carte vraiment pour les interruptions planifiées, donc même rendu graphique, visuel. Si vous allez là-dedans, vous êtes capable d'aller voir à votre adresse s'il y a une panne qui vous affecte. Puis encore une fois, pas une panne, pardon, une interruption à venir qui va vous affecter. Et encore une fois, vous êtes capable même de vous abonner là, aux mises à jour liées à cette interruption planifiée à venir. Donc vraiment, c'est là, c'est juste pas dans la même carte que les pannes. Et c'est vraiment pour que ça soit, la distinction soit claire entre les deux types d'interruptions. La prochaine question est toujours sur les pannes planifiées. Est-ce que ça serait possible d'avoir les informations assez d'avance pour pouvoir les diffuser sur nos réseaux, par exemple sur une page Facebook et le site Internet de la municipalité? Exact. En fait, on a des délais à respecter. Donc, dépendamment des types de clients interrompus, donc des activités, la nature des activités du client qui va être interrompu. Donc, chacun des clients va être avisé. Un appel entre 1 et 7 jours avant le début de l'interruption. Donc, puis qu'est-ce qu'il décide, c'est entre 1, 2, 5 ou 7. C'est vraiment la nature des activités du client. Donc, il y a vraiment un appel qui est fait pour être sûr que tous les clients sont informés. Évidemment, il faut que les informations, là, les numéros de téléphone de nos clients soient à jour dans nos systèmes pour que ça se fasse. Donc, encore une fois, rappel là, de s'assurer que ces informations-là sont à jour. Et comme je le disais aussi, il y a moyen de le voir là, dans la carte des interruptions planifiées. Donc, encore une fois, si c'est un client qu'il faut aviser 7 jours d'avance, bien, 7 jours d'avance, l'interruption à venir va être identifiée dans la carte sur l'application Infopan. Merci, Maxime, pour ces explications. On va passer à un sujet qui, je le sais, intéresse vraiment beaucoup les municipalités. C'est le sujet du rétablissement de services et les priorités. J'aimerais qu'on prenne le temps ensemble dans les prochaines minutes pour répondre aux questions qui nous ont été acheminées, puis qu'on essaie ensemble d'amener un peu plus d'explications sur notre fonctionnement. Alors, première question, quelles sont les modalités de rétablissement? En fait, premièrement, en cas de panne, c'est clair que les équipes d'Hydro-Québec ne déploient vraiment tous les efforts nécessaires pour établir le service chez un maximum de clients, puis le plus rapidement possible. Ça, c'est clair, c'est notre priorité numéro un. Par contre, évidemment, la stratégie de rétablissement va dépendre de la cause, quel type d'événement qui a provoqué ces pannes-là, et aussi l'importance. Donc, l'ordre de priorité peut varier selon la situation, des besoins particuliers d'une municipalité, entre autres, ou encore des exigences de la sécurité civile. Donc, mais il reste qu'à la base, il y a une priorisation qui est associée à chacune de nos charges. Donc, ce n'est pas aléatoire, c'est basé là, sur le code SCIAN qu'on l'appelle, SCIAN, qui veut dire Système de classification des industries en Amérique du Nord. Puis cette codification-là, en fait, ben, est appliquée chez nous comme ailleurs. Donc, pour s'assurer que tout est géré d'une manière objective, que tous les hôpitaux, par exemple, ont la même cote, que les tours de télécom, même chose, les usines de traitement d'eau, donc, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important pour être sûr, par contre, que ce code-là est appliqué correctement. Ben, il faut vous assurer que vos installations critiques
Puis quand on parle de critique, il faut vraiment que ça soit critique, ait le bon code pour que nous, dans nos systèmes, on soit à mesure de les traiter correctement. Fait qu'à cet égard-là, bien évidemment, si vous avez des doutes, là, vous pouvez toujours nous acheminer un courriel avec les adresses de ces équipements-là au service de la clientèle d'affaires au Québec pour être sûr que nous, on aille les bonnes priorités et qu'on fasse les ajustements nécessaires dans le cas où il y aurait des corrections à faire. Donc, puis évidemment, il faut s'assurer qu'après ça, s'il y a des changements sur ces adresses-là au niveau de la nature des activités, il faut aussi nous informer pour qu'on puisse réajuster les priorités en conséquence. Super. Et lors de pannes prolongées, est-ce que les centres de coordination de mesures d'urgence ou les centres de services aux sinistrés des municipalités peuvent être mis en priorité pour le rétablissement lorsque nous n'avons pas de génératrice? Bon, en fait, c'est sûr que même si un centre est identifié comme un lieu sensible à considérer lors de l'établissement, encore une fois, selon les priorités, c'est un hôpital, par exemple, il va passer avant. Donc, c'est important que pour ces centres-là que vous avez besoin pour coordonner vos activités, que par exemple, de s'assurer qu'ils peuvent être alimentés par des génératrices, ça serait vraiment une bonne pratique. Donc, ça va venir rapidement. Puis comme Marianne, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a des communications aussi qui peuvent se faire entre les municipalités et nous, des ajustements. Puis je le dis aussi, selon la situation, la stratégie de rétablissement peut être ajustée, mais il reste qu'à la base, un hôpital serait plus prioritaire, puis vous devez quand même de votre côté s'assurer que ces infrastructures-là qui sont nécessaires puissent, avec une génératrice par exemple, continuer à être fonctionnelles pendant une certaine durée. Excellent. Justement, Maxime, on nous a demandé si on pouvait énumérer la priorité du rétablissement des pannes, par exemple lors de vents forts qui ont été vécus en mai 2022. Ce que je comprends, c'est que peu importe l'événement, notre façon de traiter les priorités sont toujours les mêmes. Oui, tout à fait. Donc, il faut quand même, donc c'est le schéma de priorisation qui nous guide. Et comme on le voit présentement à l'écran, donc on voit un peu là, à haut niveau le parcours suivi. Donc, en priorité numéro 1, les urgences, donc appel 911 avec des menaces imminentes à la sécurité du public, par exemple. Là, dans le cas d'un événement climatique, il y a des fois, il peut y avoir des situations, des fils au sol, par exemple, proche d'une voiture, sur une rue passante, s'assurer d'aller intervenir pour sécuriser. Donc, ça va être dans les priorités qui sont les premières. Après ça, on le voit ici, les hôpitaux, réalimenter un hôpital, services d'urgence. Donc, ça, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur de ces groupes-là, il va y avoir un ordre, mais il reste que les hôpitaux, les services d'urgence et tous ces éléments-là, ça va vraiment être dans nos premières priorités. Puis aussi, des équipements qui permettent de rebrancher le plus grand nombre de clients à la fois à distance, ça va être dans les premiers gestes qu'on va faire aussi. Donc, il y a des choses qui peuvent être, on peut réalimenter des clients en utilisant un autre tronçon de notre réseau qui, lui, est encore fonctionnel. On peut le faire sans envoyer des équipes sur le terrain. C'est clair, c'est dans les premiers gestes qu'on va poser. Puis après ça, on continue. Donc, des charges sont plus stratégiques, donc communication d'urgence au public. Puis après ça, on va continuer avec le critique, donc les services à la population, les industries critiques. Puis finalement, on va aller plus dans le volet commercial et résidentiel. Donc, c'est à haut niveau, c'est la séquence à suivre. Mais évidemment, on le répète, selon la situation, il y a des ajustements des fois qui vont être faits. Puis, c'est là qu'on a une certaine flexibilité, puis qu'on s'adapte selon les situations. Oui, tout à fait. Puis on l'a vécu en mai 2022 dernier. On avait tellement d'appels 911 pendant plusieurs jours dans les Laurentides, là, au plus fort, d'où est-ce que l'événement climatique a frappé. Là, on a été pendant plusieurs jours juste à répondre aux appels d'urgence là, qui sont niveau 1. On nous a également demandé de quelle façon gérez-vous les pannes ou les rebranchements, par exemple, les priorités, les secteurs, le nombre d'abonnés. C'est donc un peu la même question, la même réponse, j'imagine, Maxime. Oui, effectivement, mais il y a quand même un élément qui peut être des fois porté à confusion. Les gens pourraient observer que
telle maison ou tel groupe de clients résidentiels qui normalement n'est pas une priorité très élevée, ont été rebranchés très rapidement à la suite d'un événement ou de panne. Mais en fait, c'est qu'effectivement, chacune de si ces charges résidentielles-là sont sur un même circuit, puis qu'un circuit qui alimente également une charge, un hôpital, par exemple, bien évidemment, si on réalimente ce circuit-là en priorité, bien, les clients résidentiels vont aussi être alimentés en même temps parce qu'ils sont sur le même tronçon. Donc, des fois, c'est un genre d'exemple qui pourrait sembler incohérent, mais c'est vraiment la configuration de notre réseau, des fois, va amener des comportements de la sorte. Donc, à la base, c'est pas parce qu'il y a une dérogation à nos priorités, c'est parce qu'on suit tout de même nos priorités, mais la configuration intégrée dans le réseau peut produire ce genre de phénomène. Excellent. Je me permets, on a reçu une petite question dans le clavardage sur l'application InfoPan. Est-ce que ça peut arriver qu'elle tombe en panne, notamment lorsqu'il y a eu la tornade à Saint-Adolphe d'Howard? Quand il arrive des événements significatifs comme celui-là au mois de mai, il y a une multitude, une foule d'informations qui est à traiter par l'application en peu de temps. Donc, comme tu le mentionnes, Véronique, il peut y avoir des surcharges temporaires, mais clairement, c'est monitoré. Puis, comme le démontre la réponse lors de cet événement-là, ça a été de courte durée. Mais on ne reste pas à l'abri. Donc, c'est pour ça qu'on le mentionnait tout à l'heure, il y a la ligne téléphonique. Donc, si l'application est plantée, comme on dit en bon québécois, n'hésitez pas à appeler. Mais c'est sûr qu'on va tout faire pour la rétablir le plus rapidement possible parce que c'est beaucoup plus facile de demander à une machine de gérer un volume important d'informations que de demander à nos centres d'appel de gérer l'ensemble des appels qui pourraient rentrer si l'application ne fonctionnait pas pendant une période prolongée. Donc, c'est clair que c'est monitoré puis qu'on fait tout en notre possible pour la garder fonctionnelle en tout temps. Super. Puis on peut demander la collaboration des municipalités si jamais pendant un événement climatique, vous voyez des problèmes avec nos outils, n'hésitez pas à joindre nos équipes relations avec le milieu pour le signaler là, pour qu'on puisse s'entraider parce qu'on sait que les citoyens se tournent souvent vers les municipalités pour avoir des informations en mesure d'urgence. Donc, si on peut collaborer ensemble, je pense que tout le monde est gagnant. Prochaine question, quelle est la priorité pour les arénas? En fait, les arénas sont alimentées par les résidences personnelles. Donc, c'est pas, quand on regarde le schéma, là, c'est pas une priorité d'urgence, c'est pas stratégique, c'est pas critique. Donc, c'est vraiment au niveau commercial et résidentiel. Donc, c'est à ce niveau-là. Par contre, je pense que la question a été posée peut-être parce que dans certaines municipalités, ça pourrait être utilisé comme un centre d'urgence, une aréna. À ce moment-là, il faut être informé. Et là, on va pouvoir grossir la priorité de l'établissement en fonction de ça. Super. Prochaine question qui est assez longue. J'aimerais comprendre comment les billets de travail sont donnés à vos équipes sur le terrain, car il y a eu certaines incompréhensions, autant de la part des citoyens que des intervenants municipaux, sur la façon que les billets étaient distribués à vos équipes. S'il y a 4 pannes dans le même quartier et qu'après une répartition, l'équipe quitte à plus d'une vingtaine de kilomètres, présumant que leur prochaine panne est dans un autre secteur de la ville, pour ensuite revenir à l'opposé de la ville pour un troisième billet, nous avons de la difficulté à comprendre l'efficacité des équipes. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, je pense que la base de cette réponse-là, de la réponse à cette question-là, c'est encore une fois le schéma de priorisation ici. Donc, ce qui compte, c'est de respecter ça le plus possible. Donc, c'est clair que dans le cas présent, donc, l'équipe peut avoir terminé de réparer la première panne, mais après ça, entre-temps, il y a un appel 911 qui rentre. À ce moment-là, une priorité plus urgente que peut-être la panne suivante qui devait traiter à proximité. Donc là, ils vont être réassignés à cette panne-là parce qu'elle est plus urgente, même s'il faut qu'ils se déplacent. C'est sûr qu'avant d'envoyer cette équipe-là, il y a un travail qui va avoir été regardé s'il n'y a pas une autre équipe plus proche qui peut être envoyée. Mais si ce n'est pas le cas, celle-là va l'être. Puis après, bien, évidemment, elle va revenir sur la panne qui est planifiée, qui était dans sa séquence des travaux. Donc, ça peut avoir l'air d'être non efficace, mais l'objectif ultime est vraiment de rétablir les clients en fonction des priorités. Et c'est ça qui peut expliquer des fois ce genre de déplacement-là.
Très bien. Comment allez-vous communiquer avec les municipalités pour les priorités de rétablissement? En fait, si vos informations sont à jour dans nos systèmes, bien, les activités reliées à vos bâtiments stratégiques le sont également. Donc, la priorité est associée, puis elle tient compte de cette information-là. Donc, je reviens un peu avec ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez un doute là-dessus, bien, c'est important là, de nous aviser du côté là, de nos services clients affaires. Super. Est-ce que les municipalités pourront établir un partenariat avec Hydro-Québec pour établir ensemble les priorités? Mais en fait, il faut que ça se fasse en amont, là. Donc, quand la panne arrive, c'est plus difficile. Donc, je reviens, pour ne pas sembler redondant, mais il faut vraiment que ces priorités-là vos activités nous soient partagées pour qu'on soit en mesure après, en avance, pour qu'on soit en mesure par la suite d'y associer des bonnes priorités. Plutôt y avoir un certain dialogue, mais il reste que le système est quand même, comme on disait, assez uniforme et utilisé un peu partout. Donc, normalement, c'est la manière de venir prioriser les différents services dans vos municipalités. Excellent. Merci pour ces explications. On va poursuivre la discussion sur la cause des pannes. Alors, quelles sont les causes fréquentes des pannes? Ben, en fait, il peut y en avoir plusieurs. Puis, c'est toujours inattendu, hein, comme on le dit, c'est un événement inattendu qui se produit, une panne. Il reste que la cause première, c'est vraiment la végétation. Donc, on l'estime environ à 40 de nos pannes. Ça peut aussi être des accidents, donc une déneigeuse qui accroche un fil, un accident de la route, par exemple. Donc, ça aussi, ça peut générer des pannes, soit au moment de l'accident, ou soit, comme je le disais, par la suite, parce qu'il y a quelqu'un, un citoyen en danger ou autre, qu'on doit mettre le courant hors suite à ça. Ça peut aussi être une défaillance, un péri d'équipement. Dans les causes, au départ, on le mentionnait, un transformateur qui rend l'âme. Donc, et là, évidemment, les clients raccordés à ce transformateur-là ben, vont perdre le service. Puis aussi, ben, ça peut sembler peut-être cocasse, mais on a souvent des pannes générées par des animaux, donc des animaux qui génèrent des courts-circuits sur notre réseau. Puis à ce moment-là, ben, ça fait déclencher certains équipements. Et là, ça interrompt le service chez un certain nombre de clients. Et donc après, on doit aller réalimenter dépendamment de la cause. Donc, ça peut être, il peut y avoir plusieurs causes, comme vous le voyez, mais il reste que la cause principale, c'est beaucoup les événements météo. Oui, effectivement, en région boisée, on le sait, les arbres occasionnent souvent des contacts et occasionnent malheureusement des pannes. Puis il y a des régions Est-ce aussi plus touchées, les causes peuvent varier selon les régions. Donc, justement, pour faire du pouce, ton commentaire, Marie, de Laurentide, par exemple, donc un milieu qui est quand même densément peuplé de végétation. Donc, c'est plus propice pour des pannes causées par la végétation, entre autres. est-ce que notre réseau est affaibli par les tempêtes qui se produisent de plus en plus souvent? En fait, c'est pas vraiment le réseau qui est en cause, mais c'est les arbres qui tombent sur nos équipements. Donc, le réseau, lui, on fait les réparations nécessaires, donc à chaque fois. Donc, le réseau ne s'affaiblit pas. Par contre, c'est clair que s'il y a de plus en plus de tempêtes, bon, on est de plus en plus exposé à des pannes, comme je le mentionnais, dues à la végétation. Maintenant, Maxime, on va t'accorder un petit répit. On va passer à un autre sujet qui est fort, qui intéresse beaucoup nos partenaires municipaux, qui est en fait la végétation et les pannes. Alors, avec nous, pour discuter de ce sujet-là, on a Claudia Dagneau, qui est ingénieure forestière, pardon, et qui va répondre à quelques-unes des questions qu'on a reçues sur ce sujet-là. Alors, première question pour Claudia. Pourriez-vous envisager de former davantage des mondeurs pour la coupe de branches et le dégagement d'arbres sur les fils électriques selon les exigences d'Hydro-Québec? Cela permettrait d'obtenir une rapidité d'interruption permettant d'enrayer les risques d'incendie et la remise en état des chemins pour la circulation dans un délai de moins de 3 heures à 6 heures. Bonjour tout le monde d'abord, hein, merci Marie-Annick.
Former plus d'élagueurs, on aimerait beaucoup, beaucoup ça. Je vous apprendrai rien si je vous dis que on est frappé par le manque de main-d'œuvre, nous autres aussi. Ce que je vous apprendrai peut-être, c'est que ça fait longtemps qu'on tente de faire du charme aux gens pour qu'ils aillent étudier en foresterie, pour qu'ils deviennent élagueurs, abatteurs, déboiseurs. On a des partenariats avec des écoles, on les sensibilise, on les encourage. On tente aussi puis là je le dis vraiment amicalement, mais de séduire des entreprises privées, des arboriculteurs privés à venir travailler pour nous autres. Donc, ce sont des efforts qu'on fait tous les jours, à chaque semaine, quand on rencontre des gens, qu'on a des opportunités. Par contre, c'est difficile de recruter. Ce sont des métiers qui sont pas toujours populaires, des métiers qui sont dangereux. Pour travailler pour Hydro-Québec, ça nécessite il y a beaucoup d'exigences en termes de sécurité. La sécurité, c'est au cœur de nos actions. Vous le savez, quand on a des événements météo importants. Fait que c'est pas facile, mais on aimerait beaucoup ça. On travaille dans ce sens-là. Donc, si vous avez des connaissances de gens qui pourraient être intéressés adressez-les nous. On va tenter de leur expliquer ce qui est possible de faire, puis on sera heureux de les accueillir dans notre grande famille. Oui, puis on comprend que autant pour les municipalités que pour nous, le rétablissement de service est super important. Alors, Seulement. j'enchaînerai sur une seconde question pour Claudia. Y a-t-il encore des arbres susceptibles de tomber sur les arbres suite à l'événement des rechauds dans les Laurentides? Et pensez-vous avoir le temps d'intervenir avant cet hiver? Je vais interpréter la question pour être sûre que je la comprends bien. Si la personne qui l'a adressée trouve que c'est pas clair, nous réécrira. Au moment de cet événement météo d'envergure au printemps, l'événement météo a duré un certain temps, quelques jours. Le rétablissement des pannes a duré plus longtemps. Hein. Il y a des gens qui ont été en panne très longtemps. Une fois que tout ça a été rétabli, nous autres, on a continué à travailler. Donc, la personne fait sûrement référence à nos activités de post-rétablissement qu'on a nommées dans notre jargon, c'est-à-dire qu'on est allé identifier des arbres qui n'avaient pas encore causé de panne, mais qui étaient susceptibles d'en causer une à court terme. Et on a envoyé des avis aux municipalités, des avis à ces clients-là chez qui on allait se promener pour identifier les arbres. Donc, probablement qu'il fait référence à ces arbres-là. On a identifié un grand volume d'arbres. Ils sont, à toute fin pratique, tous retirés du réseau. Il en reste quelques-uns. S'ils ne sont pas faits, ces arbres-là encore retirés, c'est parce que ça va prendre une mise hors tension pour les faire, parce que je reviens avec mon aspect de sécurité. On veut mettre personne en danger. Donc, il faut parfois enlever le service électrique pour s'assurer que tout se fait conformément puis sécuritairement. Ceci dit, quand on a identifié ces arbres-là, on a identifié les risques les plus élevés, les risques les plus critiques. Tant qu'on n'aura pas enlevé 100% de la végétation de chaque côté du réseau de distribution, il va toujours rester un risque de panne. Donc, les actions en lien avec le déret de chaux sont à toute fin pratique terminées, sauf quelques arbres ici et là. Je pense qu'il en reste une vingtaine sur l'ensemble de la grande zone touchée. Mais il y aurait un autre événement météo en fin de semaine qu'on aurait sûrement de nouveaux arbres à risque selon le type d'événement météo. Chaque événement météo est unique, donc on ne peut pas anticiper toutes les possibilités. J'espère que ça répond à la question. Je pense que oui. C'est une très bonne nuance. Pour les zones qui ont des problèmes exigeants, que les délais de rétablissement du courant prennent plusieurs heures, y a-t-il un plan pour améliorer le contrôle de la végétation afin de réduire l'impact? Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que quand on fait notre planification des travaux, parce que depuis le début, on parle d'intervention rapide pour les pannes, quand on fait notre planification des travaux en dehors des pannes, on essaye d'anticiper ça. On essaye d'aller dans les endroits, on va ajuster notre niveau de prélèvement, nos intensités, nos choix dans les zones très boisées. On va identifier les arbres les plus à risque. Donc, on fait beaucoup de choses dans notre quotidien, dans nos travaux planifiés, pour prévenir au maximum le risque de panne dans des conditions météo normales. Mais pendant l'événement météo,
s'il y a un gros événement météo, la priorité est au rétablissement des pannes rapidement. Nos entrepreneurs en élagage, nos abatteurs, déboiseurs vont aller libérer le réseau pour permettre le rétablissement des pannes. Et parfois, quand c'est requis, on va faire une activité de post-rétablissement, comme pour le Direct Show du mois de mai dernier. Excellent, excellent. Puis j'en profite, je vois là qu'on a d'afficher à l'écran sur notre page web où est-ce que les municipalités et nos clients peuvent aller voir quand est-ce qu'on passera près de chez eux. Donc, on vous encourage à regarder là, les travaux qui sont à venir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre votre conseiller relation avec le milieu qui pourra répondre à des questions, aux besoins des municipalités. L'élagage des arbres est à quelle fréquence, Claudia? Bien, évidemment, l'élagage planifié va varier en fonction du type de milieu. Hein. On comprendra qu'entre le sud du Québec et nos municipalités les plus au nord, il peut y avoir un écart dans la croissance de la végétation. Donc, notre cycle de retour n'est pas le même. Mais je dirais que globalement, dans la province, on se trouve à environ 6 ans. Donc, il y a des endroits où on va passer environ 4 ans, des endroits où on va passer un peu plus long. Vous savez, on a des lignes de distribution jusqu'à Blanc-Sablon, donc la baie de James, donc c'est très grand, fait que je vous donne une moyenne. Mais on s'adapte selon les milieux, la croissance de la végétation. Excellent. Et j'ai une dernière question pour toi. Quel est le programme préventif au niveau de l'élagage, la fréquence et distance de dégagement? Le programme préventif, là, moi, je l'appelle vraiment notre planification des travaux. C'est du travail d'envergure. Je le rappelle, on a 104 000 km de réseau de distribution à couvrir. Ça nous fait grosso modo 17, 18, 19 000 km de réseau traité par année. Donc, c'est énorme. Ça occupe beaucoup de notre temps, de notre énergie, de notre argent. Les distances... On investit combien annuellement pour ces travaux-là? Bien, en fait, par exemple, cette année, c'est au-delà du 100 millions, juste pour nos activités d'entretien. C'est énorme. Mais moi, là, c'est la petite histoire, moi, en tant que planificateur, j'aimerais ça en avoir bien plus. Je suis prête à en faire bien plus. Mais il y a beaucoup de contraintes comme par exemple la main-d'œuvre, qui m'empêchent de faire ça. Ceci dit, la fréquence va être déterminée comme je l'ai expliqué dans la question précédente, donc selon les milieux. Et puis, les distances de dégagement, bien là, ça, c'est la même chose partout. C'est-à-dire que qu'on soit à Chibougamau ou qu'on soit au sud de Montréal, quand on va faire nos interventions planifiées, qu'on va entretenir de la végétation, nos critères sont les mêmes. Un arbre à risque de causer une panne au nord ou au sud, c'est la même chose. Nos distances de dégagement d'élagage, c'est la même chose. La fréquence de retour n'est pas nécessairement la même, mais nos interventions sont les mêmes. Merci beaucoup et je t'invite, Claudia, à rester proche si jamais on aurait des questions supplémentaires sur le sujet, si on a le temps, bien sûr. Donc, on va retourner avec Maxime à des questions qui concernent l'enfouissement du réseau. Alors, première question, considérant les changements climatiques, vent fort, verglas, etc., et les pannes fréquentes du réseau, est-ce que le déploiement du réseau enfoui pourrait contribuer à réduire les pannes occasionnées par les bris d'équipement et ainsi réduire les coûts d'entretien et de réparation? En fait, les municipalités ils peuvent choisir de déployer leur réseau en souterrain. C'est une décision qui leur appartient. Il y a certains endroits où ça se fait. Par contre, sans rentrer là, dans tous les détails entourant ça, puisque ce n'est pas la manière, c'est pas le réseau de référence, donc dans les endroits où il n'y a rien qui l'oblige, comme dans des milieux urbains très densifiés, bien, à ce moment-là, il y a des coûts supplémentaires qui doivent être anticipés. Ça peut, puis je pense, un élément important à mentionner, ça peut aussi, quand on le regarde, sembler être la solution miracle aux événements climatiques. Mais il ne faut pas oublier que quand on a un réseau aérien, mais quand ça brise, on le voit tout de suite où est le bris. Donc, c'est facile à identifier la cause des pannes. Et normalement, en moyenne, ça va être plus facile à réparer. Quand on a des réseaux souterrains, bien, effectivement, moins exposés aux pannes qui sont de cause climatique, sauf pour comme on le mentionnait au début de la rencontre, il n'y a pas juste des pannes. Oui, les causes climatiques sont la raison principale, mais il y a d'autres causes qui peuvent générer des pannes.
Et donc, pour ces autres pannes-là, où les réseaux souterrains sont également exposés, bien, c'est plus long, autant identifier où est le problème que réparer, parce qu'évidemment, les installations ne sont pas visibles à l'œil nu, donc ça devient plus complexe à localiser. Donc, solution pour une partie, mais ça amène quand même d'autres complexités qui ne sont pas à négliger. Puis juste pour donner une perspective, si on voulait enfouir l'ensemble de notre réseau actuel, c'est plus de 100 milliards de dollars qu'on parle là, comme coût. Donc, évidemment, c'est extrêmement majeur. Excellent. Est-ce que Hydro-Québec favorise le déploiement du réseau enfoui en milieu rural? Ben, en fait, comme je vais revenir pour ne pas être semblé redondant, chaque municipalité a le loisir de choisir de le faire, d'un nouveau réseau en souterrain. C'est une décision qui leur appartient. Mais encore là, s'il n'y a pas des raisons qui forceraient la configuration de la sorte au niveau électrique, par exemple, donc, à ce moment-là, c'est clair qu'il va y avoir des coûts supplémentaires qui vont être anticipés. Mais ça peut être un choix qui est fait pour plein de bonnes raisons, dépendamment du contexte de chacune des municipalités. Excellent. On a couvert pas mal de sujets. Il nous en reste quelques-uns encore à aborder. Maintenant, on va parler de qualité de service. Comment expliquer des courtes pannes de 10 à 15 secondes? Les gens appellent souvent ça des clins d'œil à n'importe Oui. quelle période du jour ou de la nuit, même avec une belle température et pas de vent. Ça peut être une branche d'arbre qui était due pour tomber, qui tombe à ce moment-là, donc qui tombe sur un fil, fait déclencher certains équipements, mais par la suite, la branche ne reste pas là, elle tombe au sol, par exemple. Donc à ce moment-là, nos équipements sont faits pour faire des essais de refermeture, qu'on appelle, à quelques secondes d'intervalle. Donc si la branche tombe sur un fil, ça fait déclencher les équipements. Après ça, la branche, donc le client en panne. Après ça, la branche dans la séquence continue son chemin puis tombe jusqu'au sol. Les équipements font l'essai de refermeture. La branche n'est plus là, donc plus de défaut. Hop, les clients sont réalimentés. Donc, c'est un des exemples que ça peut arriver. Ça peut être, j'en parlais tout à l'heure, un animal. Donc, un animal qui rentre en contact, fait déclencher. Quand une fois le court-circuit se produit, l'animal est plus en court-circuit avec les équipements, ça se réalimente. Les clients, c'est un essai de refermeture, il n'y a plus de défaut, donc les clients sont réalimentés. Donc, ça peut être le genre d'exemple qui génère des pannes de courte durée, même s'il fait beau dehors. J'ai une seconde question en lien avec la qualité de service. Peut-on connaître l'indice des pannes par région ou par municipalité? Et quelle est la fréquence de panne considérée comme acceptable par Hydro-Québec par année? Oui, en fait, je vais prendre la question à l'envers. Notre objectif, c'est beaucoup plus de limiter au minimum le nombre de pannes. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille à tous les niveaux dans l'entreprise. Contrôle de la végétation, comme Claudia en parlait. S'assurer de faire l'entretien sur notre réseau pour être sûr que les bris d'équipement ne se produisent pas. Donc, on répare les équipements avant des bris. Donc, c'est difficile de donner des chiffres là, délicats en chacune des régions ou des villes, puis des quartiers, parce qu'évidemment, dépendamment, je fais référence tout à l'heure, une région qui est beaucoup plus dense en termes d'arbres, pourrait avoir un taux de panne relié à la végétation qui s'explique dans son contexte, mais si on la compare à une autre région qui n'a pas le même contexte au niveau de la végétation, là, le taux de panne serait beaucoup plus faible, mais c'est le contexte qui l'expliquerait. C'est pas parce qu'il y aurait des mesures différentes qu'on aurait mis en place dans ces deux régions-là. Donc difficile de comparer, mais il reste que notre objectif, c'est toujours de limiter au minimum les interruptions clients. Excellent. On va passer à un autre sujet qui est plus au niveau de la protection des équipements. Est-ce qu'il y a un risque de bris pour certains équipements des citoyens? D'abord, avant tout, c'est sûr que si vous constatez que votre installation électrique a subi des dommages, c'est important de les faire inspecter par un maître électricien. Donc, ça, c'est primordial, de ne pas tenter là, de réparer les choses par soi-même.
Quand vous tombez en panne, donc c'est clair qu'une des mesures, des consignes qui est importante et qui est disponible d'ailleurs sur notre site, c'est de débrancher les ordinateurs, donc les téléviseurs, lecteurs DVD, tous les appareils qui sont plus sensibles lorsque le service est rétabli. Donc ça, ces équipements-là, c'est important. Quand on est en situation de panne, il peut y avoir des réalimentations, ça retombe, ça revient. Donc, à ce moment-là, ça peut créer des perturbations dans ce type d'équipement-là. Donc, c'est important. Pour éviter les bris le plus possible, la consigne qu'on donne, c'est vraiment de procéder au débranchement de ces équipements-là. Excellent. On va passer au volet accès au service 911. Pourquoi est-il très complexe d'envoyer nos demandes de travaux sur le réseau d'Hydro-Québec lors de tempêtes par le biais de notre centrale 911? Oui, mais en fait, je pense encore une fois, il faut revenir à la priorité. Donc, on le mentionnait tout à l'heure. Donc, la question, j'imagine, c'est plus pour faire intervenir pour des dangers potentiels, parce que si il y a des vies en danger, donc danger critique, bien, à ce moment-là, les centrales 911, ils ont un accès très rapidement, directement à notre centre, un de nos centres d'exploitation de nos distributions, pour aviser et qu'à ce moment-là, nous, on peut faire les manœuvres nécessaires pour éliminer le danger. Donc ça, normalement, c'est un processus qui est extrêmement efficace et rapide. Pour les demandes qui sont sans danger, peut-être plus à ça que la question fait référence, donc il est possible pour les centrales d'envoyer une demande en lot via un formulaire électronique. C'est vraiment ça qui est la meilleure façon de procéder. Et c'est vraiment là pour faire la distinction entre qu'est-ce qui nécessite une action immédiate, puis là, il y a un lien direct avec nos centres d'exploitation, versus qu'est-ce qu'il y a des demandes de travaux pour des dangers potentiels, puis là, il y a un autre mécanisme. Évidemment, si vous vivez des enjeux particuliers, contactez-nous. Comme d'habitude, on va être très à l'écoute pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer là, les enjeux que vous allez nous porter à notre attention. Parfait. Quelles informations pertinentes doit-on donner pour obtenir un délestage à distance et dans quelles circonstances? Bien, je reviens, hein, c'est DSL à distance, c'est parce qu'on a un danger immédiat pour la vie, entre autres, et on le disait, c'est les appels 911, c'est les centres d'appel 911 qui peuvent faire ces demandes-là, c'est les seuls autorisés. Puis c'est vraiment bien encadré dans les centres d'appel 911. Puis ils ont vraiment tous les outils requis normalement pour faire ça. Si ce n'est pas le cas, je reviens, informez-nous. On va voir qu'est-ce qui accroche dans les cas qui vont avoir été mentionnés. Excellent. On le sait, les municipalités veulent jouer un rôle plus proactif et vraiment collaborer avec Hydro-Québec pour aider nos travailleurs au terrain à rétablir le courant le plus rapidement possible parce qu'ils ont à cœur d'aider leurs citoyens qui sont privés d'électricité puis de pouvoir collaborer à cet effort-là. Comment une municipalité peut assister Hydro-Québec et parallèlement informer ses citoyens? Oui, en fait, il y a plusieurs choses, hein, puis je ne vais pas toutes les mentionner, là, mais sur notre site Intranet, c'est peut-être une des choses les plus importantes, c'est d'inviter les citoyens à le consulter. Donc, prévention, c'est important. Puis, il y a certaines choses là, qui sont mentionnées sur notre site que je vais peut-être insister. Donc ça s'assure que les gens ont des numéros d'urgence nécessaires, dont justement le numéro d'Hydro-Québec, le 1-800-790-2424 pour être en mesure de nous signaler des pannes. On en parle, les radios avec pile, c'est important que les gens puissent recevoir de l'information s'ils n'ont plus d'électricité chez eux pendant une certaine longue durée. Cause d'urgence, donc lampe de poche, donc toutes des choses importantes. Pendant une panne, ben, on le répétera jamais assez, là, sécurité en premier lieu, autant pour vous, vos citoyens, que nos équipes. Donc, c'est de rester prudent pour poser des gestes un peu téméraires pour essayer de corriger une situation soi-même. Et donc, évidemment, la chose la plus importante, c'est de dire dans vos municipalités que les gens doivent nous informer des pannes pour être sûr qu'ils sont signalés. Puis évidemment, comme on le disait, soit par téléphone, par l'application, donc il y a différents moyens. Et donc, puis peut-être dernier élément,
Les génératrices, donc oui, très utile. Par contre, il faut que ça soit utilisé selon les règles. Donc, il faut que les gens s'assurent que les génératrices sont installées par un maître électricien, puis parce que des risques d'électrocution, il peut y en avoir. Donc, il faut vraiment faire ça selon les normes. Oui, puis on remercie les services d'incendie des municipalités souvent qui, durant les pannes, là, vont faire du porte-à-porte dans certaines municipalités pour vérifier que les citoyens utilisent les génératrices et les autres appareils de façon sécuritaire. Prochaine question, comment une municipalité peut-elle aider Hydro-Québec à identifier les problématiques sur son territoire? Oui, bien, je l'ai mentionné à quelques reprises, là, donc si ce n'est pas déjà fait, là, vous assurez que vos équipements, installations municipales sont bien identifiés de notre côté via le service à la clientèle d'affaires, donc service de traitement d'eau, usine de pompage, donc tout ce type d'infrastructures-là qui sont dans les premières priorités à rétablir, mais il faut le savoir, faut l'avoir dans nos systèmes avant que la panne commence, on va être en mesure d'agir correctement. S'assurer que nos équipes de relations avec le milieu aient les coordonnées de vos coordonnateurs des mesures d'urgence, donc pour être sûr qu'on puisse communiquer efficacement pendant les pannes. Donc, évidemment, si vous avez des changements, quand il y a des changements plutôt, assurez-vous que ça nous soit communiqué rapidement. Comme ça, nous, quand on va vouloir communiquer avec vous de manière proactive pendant une situation, on va être en mesure de le faire si on a les bons numéros de téléphone. Excellent. Est-il possible d'envoyer une liste des adresses civiques par courriel qu'Hydro-Québec aurait à effectuer des vérifications lors de grands vents tels que des arbres tombés sur les fils? Je ne suis pas sûre que j'ai bien interprété la question, mais dans le fond, est-ce que les municipalités peuvent nous envoyer des adresses pour faire des vérifications? En fait, si la question, c'est comment faire pour s'assurer que de nous communiquer les bonnes priorités ou la nature des différentes installations, services que notre municipalité, on va vous rendre disponible l'adresse où le faire avec l'envoi de la documentation suite à la rencontre. Donc, c'est vraiment si c'est ça la question, c'est la manière de procéder. Puis, je le répète, si on a la bonne information, bien, la bonne priorité va y être assignée automatiquement. Si, encore une fois, si pendant une situation de panne, il y a un danger imminent, Centrale 911 vont être en mesure de communiquer avec nous autres pour demander de couper le service. Puis, si c'est des dangers non imminents qui y a des interventions à faire, mais encore une fois, il y a un processus qui existe là, pour ces demandes-là non urgentes à passer, encore une fois, par les centrales 911. Quelle information communiquer à nos citoyens en cas de panne prolongée? Comment les municipalités peuvent-elles aider Hydro-Québec dans les communications avec les citoyens? Oui, bien en fait, Hydro-Québec communique de plusieurs manières. Donc, on a parlé de l'application InfoPan. Il y a des messages aussi sur les réseaux sociaux, comme on voit ici, qui vont être disponibles, Twitter, Instagram, entre autres. Des infolettes, il va y avoir aussi des messages publics, il va y avoir des communiqués de presse, il y a aussi la présence des équipes avec le milieu sur le terrain. Donc, c'est vraiment dans toute cette panoplie de moyens-là. Évidemment, dépendamment de l'ampleur de la panne, l'ampleur des communications va varier aussi. Mais c'est l'ensemble des moyens là, qu'on va utiliser pour communiquer avec vous. Excellent. Comment une municipalité peut se préparer à ces événements qui peuvent entraîner des pannes chez nos clients? Donc, comment les municipalités peuvent bien se préparer? Bien, c'est beaucoup là, par les directions régionales de la sécurité civile que ça passe pour accompagner les municipalités dans la préparation. Ils ont différents outils pour le faire.
Donc, on vous encourage vraiment là, à se mettre en lien avec elle. Et nous aussi, on est en lien avec ces organisations-là. Donc, c'est vraiment la manière de s'assurer qu'on a une planification coordonnée pour bien se préparer. Excellent. Le temps file, mais on va essayer d'être efficace là, pour réussir à passer à travers toutes les questions qu'on a reçues. Quelles sont les leçons, en fait, suite à l'événement météorologique de mai dernier? On nous a demandé quelles sont les leçons qu'on a tirées suite à cet événement-là. Bien, les sites Infopan, on a vraiment là, c'est la meilleure source d'information. Il y a aussi, là, du côté des équipes relations avec le milieu, la publication d'infolettes spéciales. Donc, ça, c'est important. C'est des choses qu'on sait qu'on doit continuer à appliquer. Donc, ça, c'est pour les outils. Oui, effectivement, c'est ça, pour les outils. Mais en fait, j'étais à une question plus au niveau des bonnes pratiques et des leçons apprises là, suite à l'événement du derecho. Oui, c'est ça. Donc, oui, puis tout événement, on les analyse. On apprend de chacun de ces événements-là. Plus l'événement est d'une grande ampleur, bien, plus évidemment, on va y faire une analyse exhaustive suite à cet événement-là. Puis ça va le faire pour vraiment s'améliorer. Donc, plus précisément pour le derecho, ben, c'est un phénomène rare. Puis ça a généré des vents très, très violents. Puis surtout au niveau de l'ampleur des dégâts sur le réseau, que ça a été significatif. Donc, plusieurs choses ont été faites. On l'a rencontré, tous les intervenants, plusieurs tables de discussion, dont en particulier, on a eu 3 avec les différentes municipalités. Puis, suite à ça, ben, on s'est doté d'un plan d'action. Il y a plusieurs enjeux qui ont été soulevés. On va vraiment continuer là, avec ce plan d'action-là à voir comment améliorer chacun de nos champs d'activité. Par exemple, processus d'accueil des équipes, comment on peut être meilleur quand on a des grands événements comme ça. On a des équipes externes qui arrivent en renfort. Donc, comment les accueillir de manière plus efficace, entre autres. La logistique, au niveau du terrain, le ravitaillement de nos camions en essence. Le stock, on a besoin d'un grand niveau d'équipement pour réparer les équipements, les prix d'équipement. Donc, comment on peut améliorer notre stock, augmenter notre stock minimal aux entrepôts. C'est toutes des choses là, on regarde, puis des choses qui sont déjà en place, comme par exemple le dernier point sur améliorer notre stock minimal dans nos entrepôts. Super. Ben, c'est ce qui met fin. On a réussi 11h59 à passer à travers la liste des questions qu'on avait reçues des municipalités. Donc, je crois qu'on va mettre fin à la présentation là, pour respecter le temps alloué, mais je veux sincèrement vous remercier d'avoir pris le temps dans vos horaires chargés, d'avoir pris un petit moment de recul avec nous en dehors d'un événement d'urgence pour vous préparer puis réfléchir à comment on peut ensemble mieux collaborer. C'est notre objectif. N'hésitez pas à communiquer avec vos équipes relations avec le milieu. Donc, on est là pour travailler avec vous. Puis, je vous rappelle là, qu'on va vous envoyer par courriel un sondage d'appréciation ainsi que les contenus qu'on a discutés ensemble et plusieurs liens utiles. Alors, encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.